Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e webinaire Les rendez-vous d'OP2 qui donne la parole au directeur de projets emblématiques. Pendant que les personnes se connectent, juste quelques consignes sur le déroulé de ce webinaire. Donc le webinaire va durer à peu près 45 à 50 minutes avec une première session d'une trentaine de minutes d'échange avec mon invité Jérôme Villa. Et puis une deuxième partie sur les questions-réponses. Donc vous pouvez, sur votre écran en bas dans la session questions, envoyer des questions au fil de l'eau et je les reprendrai donc dans cette deuxième partie. Je vous propose de commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Les rendez-vous d'OP2. Je suis Christian Léman, ancien directeur de programme dans la Défense et aujourd'hui directeur et associé d'OP2. Donc OP2, pour rappel, c'est une communauté d'ingénieurs consultants passionnés de projets et qui sont engagés auprès des industriels pour faire réussir leurs projets. Et donc je suis particulièrement heureux aujourd'hui de recevoir Jérôme Villa. Alors je dis de recevoir Jérôme Villa, mais comme vous avez pu le constater, c'est Jérôme qui nous reçoit sur son plateau. Avec plaisir. Avec les maquettes des fusées de Maya Space. Et donc il va partager avec nous son expérience. Donc aujourd'hui, Jérôme, tu es directeur général adjoint de Maya Space. Un petit mot sur ton parcours. Donc tu as travaillé pendant plus de 25 ans dans les programmes d'Ariane au sein des agences spatiales françaises, le CNES et européenne, l'ESA, en tant qu'ingénieur et chef de projet. En 2019, prémisse de Maya Space, tu rejoins ArianeWorks, qui est une plateforme d'innovation chargée d'accélérer le développement des technologies de la réutilisation des fusées en Europe. Oui, c'est ça. Tu deviens, dès la création de Maya Space en 2022, directeur des programmes, avec pour objectif de concevoir et développé en moins de 4 ans le premier mini-lanceur européen partiellement réutilisable avec réatterrissage du premier étage sur barge. Un beau programme. Donc tu vas nous en dire un peu plus sur ce programme qui vient. Juste avant de rentrer dans cette technique, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les éléments qui t'ont donné envie de te lancer dans ce défi, dans ce projet hors norme? Oui, bien sûr. Ouais. Le premier élément, c'est que le secteur dans lequel je travaillais de toute ma carrière, le spatial, connaît une période de transformation qui est formidablement excitante, après avoir été pendant des décennies relativement, pas statique, mais enfin être sur une courbe d'évolution qui était assez prévisible. À partir des années 2010, il y a plusieurs facteurs qui sont venus bouleverser ce statu quo. L'arrivée de nouveaux acteurs, alors évidemment on va parler à un moment donné d'Elon Musk et de SpaceX, mais pas que. Il y a aussi eu beaucoup de transformations sur l'utilisation et l'usage qu'on faisait des satellites vers des usages qui sont plus proches de nous avec l'observation de la Terre pour le climat et puis les différentes aussi qu'on appelle verticales sur l'agriculture, la pêche, etc. Donc il y a eu une transformation des usages du spatial qui petit à petit a amené comme un levier, comme un catalyseur, un besoin de renouveler les pratiques aussi dans le secteur. Et donc tout ça, il y a certainement d'autres facteurs comme la miniaturisation dont on pourra peut-être reparler. Tout ça, ça a créé un moment un peu charnière où au carrefour de toutes ces transformations, le secteur était un peu poussé, invité, si on veut être moins violent, à se réinventer. Et donc moi, ça m'intéressait. Ça m'intéressait déjà par tempérament, je dirais. J'aime bien un peu challenger, puis aller explorer le changement, transgresser des frontières, ça correspond un peu à mon parcours. Et puis c'est aussi excitant quand on est dans un secteur de le voir germer quelque chose de nouveau. Et puis aussi un peu par hasard, moi j'étais là aussi au bon moment, ce moment-là, à la bonne place. J'avais fait mes armes, j'avais fait un début de carrière, donc je savais un peu de quoi je parlais, modestement. Et je me retrouvais au moment où cette chose se cristallisait en Europe comme directeur de la préparation du futur à l'Agence spatiale française. Donc finalement, j'étais pour les fusées, j'étais un peu là où on devait réfléchir à comment on réagit, comment on arrive à se relancer. Donc c'est ce carrefour le secteur se transforme et puis moi je me retrouve là un peu par accident, si j'ose dire, dans une position où je peux embarquer dans ce récit-là, qui a fait que avec beaucoup de plaisir, je me suis lancé dans l'aventure. Toujours avec le côté passion que tu as eu depuis le début sur cette partie espace. Ouais.
Pour que les gens comprennent bien le projet, pour ceux qui connaissent moins MaiaSpace, on connaît bien Ariane Group, Ariane 5, 6, etc. Là, on est dans une dimension un petit peu différente. Est-ce que tu peux nous donner des éléments, des métriques qui nous expliquent ce que c'est que ce projet un peu ambitieux? Donc le projet que conduit MaiaSpace, c'est de faire une petite fusée, donc on appelle ça un mini-lanceur dans le jargon spatial. Alors, petit par ses capacités. Ariane 6 ou Ariane 5, ça peut amener jusqu'à 20 tonnes en orbite basse. La fusée sur laquelle on travaille, elle vise plutôt des satellites, ou une masse embarquée entre 500 et 3 tonnes en orbite basse, suivant la configuration. Je vais peut-être en reparler. Il y a un petit jeu de combinatoire de configuration qui fait qu'on a plein de petites possibilités. Donc c'est une fusée plus petite, de classe plus petite. Et dont le double défi, enfin triple défi même, on a un défi d'abord économique. On veut faire une petite fusée, non pas parce que c'est bien de faire un plus petit, mais parce que ça doit coûter moins cher. Donc on a une intention très très forte pour renouveler les pratiques, le tissu industriel, notre manière de faire et la manière dont notre écosystème sert aussi notre objectif, pour l'amener sur un point économique différent qui correspond peu ou prou à un ratio entre la taille de ce qu'on travaille par rapport à la taille d'Ariane. On a un défi de vitesse, tu l'as dit, pour être pertinent comme un produit réellement économique, financé aujourd'hui essentiellement sur de l'investissement privé. Il faut qu'on condense le développement, donc c'est toute cette phase d'ingénierie, de prototypage qui précède la vie commerciale, qu'on condense la manière de faire qui habituellement s'étale sur 7, 8, 10 ans, qu'on condense en 4 ans. Et donc ça s'improvise pas, hein. C'est pas par hasard ou c'est pas juste en décrétant qu'on doit aller plus vite. Ça veut dire qu'on fait des raccourcis, qu'on choisit nos raccourcis. Et donc ça c'est un deuxième défi, le coût, la vitesse. Et puis technologiquement, on introduit une nouvelle technologie avec la réutilisation du premier étage, un petit peu comme le fait SpaceX, mais à notre sauce, à notre échelle et à notre sauce, et puis à l'européenne. On introduit ça parce que ça permet justement de servir ce double objectif économique, et puis ça donne une grande flexibilité sur les marchés qu'on peut servir. Donc on fait une petite fusée avec étage réutilisable en 4 ans. J'ai dit ça de manière très longue. Comme ça et ramasser, ça peut être très court. D'ailleurs, c'est le premier étage qu'on voit derrière moi. Oui, c'est ça. La fusée complète est là, presque jusqu'au plafond. Et le premier étage, il est là. On va reparler justement un peu plus tard là, sur de l'organisation pour accélérer, qui est assez intéressante. Pour ceux qui connaissent un petit peu, alors nous, on a la chance d'être dans le même bâtiment, donc on a pu voir un peu les modèles de fonctionnement. Il y a une... Pour nous qui connaissons bien les grands projets, il y a une proximité entre MaiaSpace et agilité dans le nom, quoi. On pense à agilité en pensant à MaiaSpace. On a vu ça, nous, un peu de l'intérieur en regardant comment vous travaillez, mais est-ce que tu peux nous expliquer, toi, votre gouvernance, votre modèle d'organisation, votre culture du risque associée aussi, qui est important dans l'agilité. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller dans cette accélération qui est quasiment divisée par 2 le temps habituel pour ce type de conception? Oui. Alors, je disais que ça ne s'improvisait pas de tenter comme ça d'accélérer, ou ça ne se décrétait pas. Sinon, on allait prendre un certain temps au début juste à hésiter comment on fait. Parce que moi, j'ai fait des grands projets spatiaux. Je sais comment on fait. Si je reproduis la même méthode, ça ne marche pas. Donc, il y a eu toute une période aussi un peu masquée d'incubation avant qu'on crée la société MaiaSpace. Et c'est entre autres ce qu'on a fait sous l'appellation ArianeWorks. Donc entre 2019 et 2022. Et dans cette période d'incubation, on s'est beaucoup posé de questions sur comment on peut se permettre de faire des raccourcis dans les logiques de développement, de vérification, et de prendre... on n'a jamais rien sans rien, donc les raccourcis viennent avec un certain risque, mais de mesurer ces risques pour qu'ils restent raisonnables par rapport à l'équation économique qu'on cherche à vider, à la stabilité de la boîte, etc. Et donc dans cette expérimentation, on a tenter les méthodes agiles qui nous étaient inconnues en 2019, très clairement. Et on l'a tenté avec tout ce que ça a d'humilité, la tentation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup foiré au départ. On s'est lancé un peu la fleur au fusil en ayant des idées préconçues. Et on s'est planté, et on a réfléchi, on s'est redressé. Et petit à petit, on s'est mis à faire ça différemment, correctement, et à mesurer quel était le modèle qui était pertinent pour créer MaiaSpace. Donc on a toute cette phase de rodage un peu où on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables pendant 3 ans avant de démarrer le modèle MaiaSpace.
Et le moment où on démarre, donc pour reprendre tes termes, c'est une société qui est organisée, même dans sa configuration hiérarchique, donc le nombre d'échelons, la manière dont on fonctionne, l'espace où on est, qui est un espace de travail, donc un semi-open space, etc. Tout est pensé pour servir la philosophie de l'agilité, donc qui va avec l'acceptation du changement, la remise en cause permanente, sans que ça soit une souffrance. Alors que dans un programme très réglé, comme vous en avez des grands programmes, et donc comme j'en ai piloté, chaque changement, c'est une difficulté. On cherche à éviter le changement parce que c'est quelque chose qui va générer beaucoup de complexité. Là, on cherche à tout renverser et ça passe par deux choses. Ça passe par une culture. Alors, il n'y a rien de plus difficile à mettre en place qu'une culture. Donc, je ne sais pas si on y est arrivé, mais voilà, c'est les profils des gens qu'on recrute, c'est la manière dont on prend la parole quand on donne beaucoup d'informations, beaucoup de transparence au personnel, c'est les interactions humaines, c'est la manière dont on regroupe les gens dans des équipes de moins de 10 personnes, qui est la taille optimale pour que l'interaction individuelle soit fun et soit réussie. Bon voilà, il y a tout un aspect un peu maximiser l'expérience humaine. Et à côté de ça, il y a quelque chose qui est un peu anti-logique quand on parle d'agilité, c'est très réglé. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite personnellement en 2019. Je pensais que l'agilité, c'était avec un peu comme du free jazz. Non, c'est pas ça. Il y a des règles très posées. Et il faut les suivre. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que le changement est bien canalisé et qu'on arrive à le faire. Donc le fait qu'on soit sur des cycles de 3 mois, découpés en 3 semaines, que tout à l'heure, juste avant qu'on démarre là, on faisait de la livraison d'un bloc d'activité de 3 semaines avec chacune des équipes. Voilà, il y a plein de rituels ou de cérémonies, comme on dit, qui sont nécessaires pour qu'on ne parte pas dans le chaos. Donc voilà, les deux dimensions ça reste un peu nébuleux, hein. Peut-être qu'il y aura des questions pour entrer un peu plus précisément dans comment ça se passe, mais il y a une double dimension pour moi qui est une dimension culturelle, et ça se travaille aussi la culture avec des outils un peu de propagation, et puis il y a une dimension d'organisation. L'agilité, c'est pas la désorganisation. Ouais, il y a une notion de rigidité avant l'agilité, de manière à mettre des barrières et des... Ouais, alors, rigidité c'est peut-être un peu fort, mais il y a des couloirs de nage qui font que ça se passe bien. Et puis, si je ne sais pas vous l'expliquer un peu rationnellement, croyez-moi, pour avoir essayé sans suivre ces couloirs, ça ne se passe pas bien. Donc, souvent dans les questions d'agilité qu'on peut avoir, que nous on rencontre dans les grands programmes, c'est qu'on veut mettre de l'agilité et on a toujours un environnement assez peu agile autour et des notions d'ingénierie système, de complexité de système. Là, vous y êtes et vous avez réussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment est-ce que vous intégrez ça en fait, l'environnement, on a un peu parlé, mais peut-être aller un peu plus loin, et cette notion de complexité dans l'ingénierie système, de système complexe. Ouais, je vais quand même reparler de l'environnement et puis aller sur l'ingénierie système, et je ne sais pas si on a réussi, hein. On verra à la fin, hein, si tu veux, on verra dans quelques années. D'abord l'environnement, parce que c'est important, et je n'ai pas insisté là-dessus. Au départ, quand on était dans l'antichambre et qu'on testait, donc sous l'appellation Ironworks, on était une cellule agile dans un environnement qui était, lui, très structuré et très procéduré, pour de bonnes raisons, hein, parce que l'Agence spatiale française ou Ariane Group ou les gens qui travaillaient avec nous, on avait des industriels aussi avec nous, voilà, ils ont d'autres choses à livrer que des projets agiles. Et donc, à un moment donné, le fonctionnement de ces entités-là, elle obéit à des principes d'efficacité d'organisation qui ne sont pas ceux de l'agilité. Et ça, c'était très compliqué, parce qu'on avait un vrai choc de fonctionnement culturel aux frontières. Chaque fois qu'on avait besoin d'aller activer un process, les achats, la qualité, etc., en arrivant avec nos démarches agiles, on buguait en fait, hein, des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on n'arrivait pas à se faire comprendre, en face, ils prenaient ça comme une agression, et ça, c'était pas bon. Et c'est une des raisons pour laquelle l'ensemble de la société MaiaSpace est organisée en mode agile, pour éviter que dans le maximum de notre environnement, et on fait beaucoup de choses par nous-mêmes, on se heurte à cette difficulté-là. Donc l'environnement et la taille de l'ensemble des personnes de la communauté qui travaillent en agile, en tout cas pour nous, ça a été un facteur important dans la réussite du déploiement. Ensuite, la complexité.
il y a une double complexité qui n'est pas la même suivant la taille de la société. En 2022, 2023, voilà, au début on était une quinzaine, puis on était 50, 60, 70. Là, ça fonctionne, il y a un mode de fonctionnement qui s'accommode de pas mal de flou. Là, aujourd'hui, on est 140, peut-être un peu plus même aujourd'hui, peut-être proche de 150. Là, on a une complexité organisationnelle qui nous rattrape, qu'on n'avait pas forcément bien anticipé. Pour le coup, tout le reste avait été un peu préparé et on déroulait des principes qu'on avait répétés. Là, on est en train de découvrir cette complexité, de l'affronter comme une étape de la société, et donc de déployer des outils pour gérer cette complexité. La complexité, c'est l'ennemi dans un projet agile. Donc on va tout faire pour hacker, tuer la complexité. Alors tout ce qu'on peut faire, on va le faire, et il va rester des nœuds de complexité, et cela, il faut sortir des outils pour les traiter. Et donc là, on pioche dans la boîte à outils. Alors ça tombe bien, on est pas mal comme moi à avoir déjà du vécu. On connaît bien la boîte à outils de l'ingénierie système. Ce qu'il faut, c'est pas sortir la boîte à outils au début du programme et dire voilà le cadre dans lequel on va travailler, ça va nous assurer une gestion de la complexité sur 10 ans. C'est pas ce qu'on a fait. On a avancé sans sortir la boîte à outils. Par contre, on l'avait derrière nous, proche de nous. Et maintenant, au fur et à mesure où chacun des problèmes se présente, on sort le bon outil, mais parce qu'on en a besoin, et pas juste par réflexe organisationnel. Donc c'est un petit peu ça aussi le changement. J'ai toujours la même boîte à outils, et puis je vais l'adapter un petit peu au processus agile, mais en gros on va trouver les mêmes réflexes, mais un peu cadencés différemment. Mais je vais sortir la gestion de configuration, l'analyse fonctionnelle, mais au moment où j'en ai besoin, et pas au départ où ça va écraser ma capacité de vitesse au démarrage. Au démarrage, j'ai pas besoin surtout sur un produit qu'on a déjà fait plusieurs fois, une fusée, je n'ai pas besoin de déployer une analyse fonctionnelle redoutable. Je sais où je vais, intuitivement. Par contre, là, maintenant, où on a une dizaine d'équipes qui travaillent entre elles et on commence à avoir des questions d'interface qui sont assez compliquées, là, j'ai besoin de faire un petit peu d'analyse fonctionnelle pour être sûr que je n'oublie rien dans la gestion des interfaces et dans la programmation, enfin, dans tout ce qu'on peut sortir d'une analyse fonctionnelle, si je prends cet outil-là de ma boîte à outils. Ouais. Voilà, c'est une double complexité qu'on affronte maintenant, complexité organisationnelle parce qu'on est plus nombreux, et puis évidemment plus on avance aussi dans le design, plus il y a de matière, de données à gérer, de choses comme ça, qui réclament aussi des outils, typiquement de gestion de données, qui sont une grande souffrance dans les projets complexes qui ne sont pas outillés. J'en ai vécu quelques-uns au début de ma carrière parce que les outils n'existaient pas. S'assurer qu'on a bien le dernier état de toutes les données dont on a besoin pour faire un diagnostic, si on n'est pas avec des choses qui sont automatisées, c'est compliqué. Donc on pratique beaucoup aussi les automatisations. Donc les outils, on a plusieurs outils autour de nous qu'on a pratiqués, et on va au maximum possible les scripter pour que tout ce qui peut être fait par un ordinateur soit fait par un ordinateur. Et ce qui reste à un être humain, c'est vraiment la valeur que peut apporter un être humain. Pardon, j'ai été très long. Non, mais c'est passionnant parce que c'est important. La complexité, c'est compliqué. C'est ça. Alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est dans ce modèle-là, tu l'as dit, on apprend en marchant un peu, et à 15, à 40, on n'est pas comme à 150, et donc on a vu des nœuds organisationnels ou des difficultés. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle dans l'agilité, alors je vais sortir des gros mots, mais qui sont utilisés dans le monde de l'entreprise, c'est est-ce que vous avez des équipes ou des personnes qui sont là un peu comme des coachs agiles, qui surveillent l'organisation ou qui accompagnent l'organisation sur des déploiements, des modifications. Je sais que sur l'ingénierie système, il y a bien une équipe ingénierie système, une équipe même. Et une équipe. Et puis ensuite, sur le côté vraiment organisationnel, vous avez une sorte de coach de ce genre-là qui... Alors, à deux niveaux. Donc il y a beaucoup de choses dans la société qui fonctionnent sur deux niveaux et pas plus, parce que sinon c'est une complexité pyramidale aussi. Voilà. Ouais. Donc je vais commencer par le bas. Dans chacune de nos équipes agiles, c'est une cellule, comme je disais, de 10 à 15 personnes qui est la bonne unité. Et quand on a besoin de plus de personnes pour travailler un sujet, on découpe. On fait pop et ça devient 2 équipes. Et comme ça, on divise le travail en unités humaines dont on sait maîtriser la dynamique de travail avec les processus agiles. Et donc dans chacune de ces équipes de 10 à 15 personnes, il y a un Scrum Master, donc c'est le vocable agile, qui va être un peu, lui, en dehors du travail qu'il livre, du travail réel qu'il livre, il va être celui qui est le garant des méthodes, qui va observer comment ça se passe et repérer à chaque fois qu'on a
un défaut de fluidité. Tout doit être hyper fluide, tout doit être facilité, et à chaque itération, il faut qu'on augmente la fluidité. Donc, il faut être très attentif à qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué là, pour pouvoir ensuite en rediscuter. Donc, donc tous les Scrum Masters forment une communauté, ils repèrent des choses qui touchent, alors soit qu'une seule équipe, mais ça règle localement. Si ça touche toute la société, lessons learned, et puis on va modifier nos pratiques. Et sachant que comme on est, si on est bon, comme on est avec culture agile, modifier nos pratiques, c'est pas un problème. Au contraire, on est bien avec cette philosophie de faire différemment. Là aujourd'hui, on en est à notre 8e programme Increment, de faire différemment de ce qu'on a fait au 6e. C'est quelque chose qui pourrait être très traumatisant pour une boîte qui serait très structurée, doit pas l'être pour nous. Donc il y a ces Scrum Masters qui sont là localement, donc ils connaissent mieux les process agiles et ils sont capables aussi de faire du retour expérience. Et au-dessus, il y a 2 personnes qui sont, on pourrait dire un coach agile, qui lui a pensé la méthode en amont et qui lui va nous connecter aussi, il y a des théories de l'agilité, donc c'est le framework qu'on applique, auquel on se réfère, c'est SAFe, qui est un des frameworks agiles. Donc qui lui va aller regarder, tiens, si ces problèmes-là qu'on rencontre, est-ce qu'ils ne sont pas déjà documentés par des gens qui ont pratiqué ou des entreprises? Est-ce qu'on ne peut pas aller piocher dans cette bonne pratique pour aller importer ou adapter, encore mieux? Voilà. Donc il y a lui, puis il y a une autre personne qui, elle, est plus orientée sur les outils. Donc il y a aussi un philosophe de l'agilité et qui, lui, est là pour faire en sorte que les outils, ce soit un non-problème. Les outils sont au service des humains et il faut que ça reste toujours comme ça. Donc voilà un peu le triptyque entre ces 2 individus et puis les Scrum Masters qui fait qu'on essaye d'être dans l'amélioration continue au sein de l'agilité. Après, je peux développer j'ai quelques exemples en tête qui me viennent. Typiquement, on a créé c'est des équipes qui sont organisées par produit. Ouais. Ça va beaucoup avec la philosophie agile. On doit pouvoir matérialiser très mentalement ce sur quoi on travaille et ce qu'on doit livrer. Alors, s'ils sont organisés par produit, ça veut dire que c'est du multimétier. C'est pas des gens il n'y a pas une équipe uniquement de gens qui font de la mécanique ou de la fluidique ou de l'électrique. Non, c'est des équipes mixtes comme ça. Donc on perd un petit peu la technicité, le fait qu'à un moment donné, il faut qu'on se parle de quel outil on va utiliser pour faire de la mécanique dans la boîte. Est-ce qu'on va utiliser Katia, SolidWorks, ANSYS pour les analyses mécaniques. Et donc on a reformé en dessous des communautés, ça s'appelle des communautés de pratique. Alors il se trouve que ça existait dans SAFe, mais on ne l'avait pas repéré au début. C'est juste qu'on en a ressenti le besoin à un moment donné. Ça a été remonté, disant ce serait bien qu'on ait des gens qui puissent parler de leur manière de faire pour qu'on ait une approche un peu homogène ou au moins réfléchie dans la société sur telle et telle discipline d'ingénierie. Et voilà, mais on a déployé ça, je crois, au bout de 5 programmes Increment, on a déployé les communauty of practice en anglais, communauté de pratique en français. C'est une illustration de ce fonctionnement-là. Oui, très bien. Je pense qu'on reviendra peut-être dans les questions-réponses sur certains aspects organisationnels. Merci de ces précisions. Juste si on regarde un peu plus large par rapport à des différences de grands projets que tu as pu vivre, quelles sont, hormis l'agilité pure que vous avez, les grandes différences de gestion de projet que vous appliquez chez Magaspace? Ouais. Je ne sais pas faire une différence, faire une comparaison complètement analytique. Il y a un truc philosophique qui est quand même très fort. Moi, j'ai travaillé sur des grands projets spatiaux. Donc non seulement c'est des grands projets, mais en plus c'est du spatial. Ça veut dire qu'on a très peu d'opportunités de tester pour une fusée avant le moment où des centaines de millions sont engagés. Donc ça crée une double aversion au risque. C'est la version normale des grands projets, et puis en plus très peu d'opportunités de tester. Alors voilà, c'est le summum du risque adverse. Et donc ça, c'est très différent de la manière dont on fonctionne chez Maya, où on a aussi un pilotage des risques, mais plutôt en termes... Alors il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Donc on va plutôt essayer de positiver des opportunités de raccourcis, plutôt que de vivre négativement le passage en revue de chacun des risques qui pèsent sur notre destin. Voilà, quand j'étais chef de projet à l'Agence spatiale française, tout ce qui dépassait de mon couloir en termes de risque, en termes de scénarios un peu secondaires, etc., il faut découper. C'est que des problèmes à venir. Ouais. Là, c'est beaucoup plus ouvert. D'abord, je vais regarder, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à droite à gauche? Et finalement, est-ce que je ne vais pas avoir intérêt à perdre un peu de temps sur le chemin de traverse parce que peut-être que ça me crée un raccourci plus loin. Donc, c'est pas très analytique ce que je dis là, mais
C'est une perception philosophique. Ouais. Ensuite, la deuxième différence, c'est la vitesse d'exécution. Alors ça, c'est très clair. Je le vis personnellement, mais je vais plutôt prendre des exemples de gens qui le disent, hein, quand ils embarquent chez MySpace et qu'ils viennent d'autres mondes où ils ont vécu des grands projets, ils ont l'impression que les journées sont condensées, qu'on fait, pour reprendre les termes de quelqu'un qui m'en parlait, qui est passé tout à l'heure dans le couloir, l'impression de faire en 3 mois ce que je faisais avant en 1 an. Et pas dans alors j'espère, pas dans une mécanique de souffrance, en disant je suis pressuré comme un citron, là, mais plutôt dans le sens, et moi c'est comme ça personnellement que je le vis, dans le sens où chacun de mes quarts d'heure au boulot est vachement mieux valorisé que quand j'étais dans une autre organisation où tout ça était un peu dilué dans il y a du travail efficace et puis il y a du travail qui est là pour faire tourner un peu les processus et puis pour accompagner ça et pour que l'environnement soit respecté. Voilà, là, le ratio d'efficacité il est bien meilleur de mon point de vue et c'est ce qui crée voilà, une dynamique de vitesse et d'action. Et il y a un côté un peu, on y prend goût en fait. Ouais. Il y a des moments où vous vous retrouvez, où vous perdez ça, vous vous retrouvez à avoir des décisions qui filent et vous n'êtes pas bien en fait. Donc il y a vraiment, vous avez envie de vous faire violence en disant mais ça c'est pas bien, il faut que ça change. C'était pas forcément ma manière d'être au boulot il y a 5 ou 10 ans. Ouais, bon, c'est intéressant d'avoir cette notion de vitesse en fait, ouais. qui te semble très différente des grands projets vécus et de celui que tu vis aujourd'hui. Justement dans cette vitesse là, on verra les résultats à la fin, comme on dit, mais vous en êtes où aujourd'hui là sur le projet? Alors aujourd'hui, on a démarré très vite, ça aussi c'est atypique par rapport au grand projet, par du prototypage. Donc le plus vite possible, on est allé vers des réalisations matérielles pour ne pas perdre du temps, de l'argent, de l'énergie à faire trop d'ingénierie fondamentale ou d'études. Donc on a un basculement très précoce d'un avant-projet ou d'une définition préliminaire à cette définition préliminaire, plutôt que de la faire analyser par des pairs ou de la retravailler pour en être certain, je vais la valider en faisant un prototype. Donc dès 2022, on s'est lancé dans et donc pour nous un prototype c'est un étage de fusée. Hein. Donc on a lancé en fabrication en 2022 un prototype d'étage supérieur de cette fusée, échelle 1. Alors il n'est pas parfaitement fonctionnel, c'est pas un étage qui va aller en vol parce qu'il y a plein de choses qui sont pas terminées. Mais en revanche, on s'est frotté à la fabrication, à des choses qui souvent sont des angles morts des bureaux d'études, la visserie, les interfaces, le câblage, voilà, des choses qui vous rattrapent sur le tard et qui font mal. On les affronte très très tôt et donc on a fait ce prototype. Il a pu faire des essais cryogéniques dès la première année, au bout de 12 mois, enfin moins d'1 an, moins de 9 mois je pense. Et puis il est un essai aujourd'hui d'ailleurs. Tout à l'heure, quand j'étais dans la salle à côté, on a un essai de remplissage de sphères à l'intérieur de notre étage, en zone d'essai à Vernon. Donc ça c'est un marqueur très fort, le prototypage. Et donc pour revenir sur où est-ce qu'on en est, on a fait ce prototype et puis on itère. Donc on est en train de refaire un deuxième prototype de cet étage supérieur. Puis la fusée, pour qu'elle fonctionne, il n'y a pas que l'étage supérieur. Donc on a en fabrication en ce moment un prototype de l'étage principal, celui qui a vocation à être réutilisable à un moment donné. Et en même temps, on a une installation où on teste une dernière partie de la fusée, qui est un tout petit étage qui est en haut, qui s'appelle un kick stage dans le vocable spatial, qui fait surtout des mouvements une fois en orbite. Et là, on a fait un essai à feu hier sur des moteurs qui servent à ce kick stage. Et voilà, donc on est dans cette phase qu'on pourrait assimiler à de la conception détaillée dans la normalisation des grands projets, où on fait à la fois en parallèle de l'ingénierie et du prototypage, et pas séquentiellement. Donc on se retrouve dans des situations totalement atypiques, en tout cas pour moi, peut-être c'est fréquent dans d'autres secteurs d'activité, où il y a des moments où on a fabriqué des choses qu'on n'a pas forcément beaucoup étudiées, mais on les a fabriquées sur le sentiment qu'on prenait un risque raisonnable de lancer en fabrication une pièce. Et des fois, le calcul, ou même la définition détaillée, vient alors que la pièce arrive à l'atelier. Voilà pour vous expliquer un peu notre quotidien. Et là, sur le calendrier de la société, donc on va vers notre premier lancement d'essai fin 2025, et les premiers lancements orbitaux, donc des lancements qui servent vraiment
à aller dans l'espace en 2026. Et donc pour l'instant, on tient bon ce calendrier qui est difficile, qui est challenging, et je ne vais pas vous promettre qu'on va absolument 100%, on est 100% sûr qu'on va le tenir, mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'être capable de construire des logiques, et des logiques backup, et des logiques de contournement, pour essayer au maximum de le tenir. Mettre plus tôt, ouais. Ouais. Il y a une notion de logique de développement incrémental, en fait, en faisant des prototypes, en récupérant la matière, et inversement, qui est pas commun dans l'espace et dans la construction de fusées, vu les prix habituels de construction. Oui, tout à fait. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu, la construction n'est pas si chère que ça. L'ingénierie, c'est cher aussi. Donc il y a des moments, si on passe 1 an en ingénierie avec beaucoup d'ingénieurs, ça peut coûter plus cher que de dire je vais en prototype et peut-être que je vais valider la même chose, mais directement avec du matériel, et ça va m'avancer justement dans mon cycle d'ingénierie. Alors surtout quand on travaille à notre échelle. C'est une petite fusée, donc on n'est pas, quand on fabrique des pièces, alors elles sont quand même grosses, 3,50 m de diamètre, 15 mètres de haut, mais c'est pas 50 mètres et 5,40 m comme Ariane 5 ou Ariane 6. Donc la taille aussi permet ça. Permet de se dire j'ai un avantage à aller très vite sur de la fabrication plutôt que de passer plus de temps à la conception pour être sûr que ma fabrication est réussie. Il y a des pièces qu'on va jeter, mais ce n'est pas forcément économiquement un drame. Ouais. Ça nous est déjà arrivé, des pièces fabriquées qui, finalement, au moment où elles arrivent à l'atelier, on a changé le design, mais après, on est assez malin pour s'en resservir quand même. Ouais. Tu as parlé de SpaceX et d'Elon Musk tout à l'heure, donc on va aller sur cette question en reprenant quelques caractéristiques en fait, qui sont présentées avec Maya Space. Donc, quelles sont les différences qu'on va avoir avec Elon Musk et SpaceX et puis, les lanceurs sont présentés comme éco-responsables. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire et dans le cadre de lanceurs et en quoi est-ce que c'est différent des autres? Alors la comparaison avec Elon Musk et SpaceX, elle revient tout le temps. Ouais, c'est bien qu'elle arrive que maintenant, tu vois. Et pas la première question, c'est fatigant aussi. Et puis voilà, c'est normal, on travaille dans le même secteur, et puis la manière dont il est arrivé dans ce secteur d'activité spectaculaire, réussi, fait que c'est un point de passage obligé, de comparaison obligé. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, si vous voyez un peu la psychologie du personnage, on travaille pour des raisons totalement différentes. Il y a des moments où il faut se poser et se demander pourquoi on fait ça. Et on fait ça pour des raisons vraiment qui ne se ressemblent pas. Elon Musk, il est embarqué dans sa vision personnelle de la conquête de Mars et qui passe par des étapes technologiques qui lui permettent de toucher d'autres activités, donc les marchés qu'il a avec la NASA, etc. Mais il a cette vision long terme sincère, contrairement de mon point de vue, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il est sincère d'aller dans cette direction-là. Et de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, pour reprendre son slogan. C'est pas notre cas du tout. Chez MySpace, on fait de l'espace, et en Europe généralement, parce que les moyens spatiaux, enfin les satellites, les services spatiaux et les données spatiales servent des besoins sociétaux ici sur Terre. Je parlais des verticales que l'observation de la Terre permet d'améliorer, agriculture, pêche, les forêts, les catastrophes naturelles, les télécommunications qui permettent d'éclairer les zones blanches, la navigation qui permet de servir le GPS, enfin Galileo qui permet de servir à la navigation, et puis la navigation, il y a plein d'applications qui sont autres que le grand public, donc dont on parle un petit peu moins, mais qui sont très, très utiles. Donc nous, on est très focalisé là-dessus, et c'est ça qui nous fait, marcher, et puis qui nous fait avancer dans notre direction. Et parce qu'on a cette direction-là, on ne travaille pas tout à fait le même produit. On ne travaille pas une fusée interplanétaire qui va transporter 100 tonnes en orbite basse. Non, on travaille une petite fusée qui sert essentiellement l'orbite basse parce que c'est la meilleure orbite pour servir à des applications qui sont tournées vers la Terre, et à la taille qui est celle qui nous semble raisonnable par rapport aussi à notre activité. La course vers le gigantisme, elle n'a pas beaucoup de sens pour nous, peut-être pour n'importe quel acteur, sauf si on veut aller sur Mars, mais nous on ne veut pas aller sur Mars.
Donc on a cette modération un petit peu d'utilisation du spatial, à la fois par la taille, par la fréquence aussi. On ne va pas lancer une fois par jour, ça n'a pas de sens en tant qu'Européen par rapport aux usages qu'on projette du spatial. Donc tout ça, ça fait un jeu de facteurs qui est assez différent, même si on fait des fusées, elles se ressemblent, comme deux avions se ressemblent si vous voulez. Mais on n'a pas les mêmes objectifs techniques et donc voilà, on vit très bien notre différence qui se traduit par des tas de choses, la taille de la fusée, les activités, les satellites qu'on lance, les ergols qu'on va utiliser. Et parmi ces facteurs-là, le côté éco-responsable, la manière dont on intègre l'éco-responsabilité dans notre secteur industriel est très présent, en particulier comme Européens. La place, le leadership de l'Europe sur cette thématique, à la fois, je dirais, philosophique, mais ça c'était très présent depuis quelques années. Et là, notre devoir, un peu comme ingénieur, hein, toi, moi, et puis chacun dans son secteur industriel, c'est de transformer cette bonne volonté ou cette philosophie en capacité de travail de ce que savent faire les ingénieurs. Et là, moi, je trouve que je nous adresse un bon point. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Enfin, moi, je suis assez content. Je pense d'avoir réussi après, enfin pas moi personnellement, mais les gens qui travaillent chez Maya Space, d'avoir réussi à ramener cette thématique sur le terrain de l'ingénierie. Donc c'est pas juste de la bonne volonté, c'est pas de la communication, c'est des indicateurs que je sais intégrer dans des analyses de cycle de vie, que je peux intégrer à des trade-offs comme les coûts, comme la qualité, etc. Mais ça se fait pas tout seul, je dirais. Il y a tout le travail un peu caché en amont qui a permis d'arriver jusque-là. Donc je sais cartographier précisément l'impact écologique de mon activité, de la production des ergols ou des morceaux de la fusée jusqu'au lancement lui-même. J'en ai une cartographie qui me donne une connaissance qui permet ensuite d'amener des choses chiffrées dans des choix de décisions, dans des trade-offs, et qui me permet aussi d'en mesurer l'impact. Donc tout ça, c'est un peu masqué, hein, les gens ne le voient pas, mais c'est ce qui permet de faire des choix comme celui qu'on a fait du carburant qu'on met dans la fusée, donc oxygène et méthane pour les deux étages cryotechniques, avec du méthane biosourcé, donc du biométhane, donc issu de... Là aujourd'hui on utilise celui de Vernon, donc c'est plutôt issu des filières normandes, des fermiers normands qui font du biogaz, enfin, du biométhane, liquéfié ensuite. Et en Guyane, on est associé à des clients futurs annoncés d'une unité de production de biométhane aussi, alors qui lui est moins adossé il y a un peu d'agriculture, mais aussi pas mal de déchets ménagers qui sont un vrai problème en Guyane. Donc voilà à quoi ça sert. Excuse-moi, je suis très long aussi, mais je pourrais en parler des heures. Je pense que la réussite, c'est d'avoir quitté le terrain de l'intention, de la volonté stratégique, etc. et de dire, bon, mais maintenant, comment je fais comme ingénieur? Donc il me faut une cible, une cartographie et une capacité à alimenter des trade-offs. Et ça, c'est la boîte à outils qu'on a réussi à déployer. Non, mais je te laisse parler de ça aussi parce que c'est très important. C'est un sujet qu'on pousse beaucoup, nous, dans l'expertise de projet, c'est de dire les projets CQCDP, où est le I de l'impact. On pousse beaucoup ça et vous l'avez intégré. On montre que même dans des projets complexes et haute technologie, on est capable d'intégrer ces I et que c'est une question de volonté en fait. Ouais, et puis d'organisation aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de projets qui étaient très bien intentionnés, mais où la dimension environnementale, elle vivait à côté. Un peu comme la qualité dans les années 80 aussi sur certains projets. Donc voilà, on avait sa caution environnement ou qualité à côté. Et là non, il faut le mettre au cœur du système, sinon ça ne marche pas. Enfin, tous ceux qui ont fait des projets, je pense, le savent. Si c'est pas branché au flux d'informations qui est le cœur battant du projet, donc à récolter les process industriels, la quantité de matière qu'on manipule, la consommation électrique, si les gens qui travaillent la dimension environnementale ne sont pas dans les mêmes équipes, il leur échappe toute l'info qui est essentielle pour en faire un objet d'ingénierie. Ouais. Peut-être une question plus personnelle, en quelques mots, avant que je prenne une ou deux questions. Comment est-ce que toi, tu as une marque de fabrique et quelles sont tes convictions? C'est vachement... C'est mélangé. C'est mélangé. J'ai une non-marque de fabrique. Je me compare à d'autres chefs de programme que j'ai connus. Je suis pas un très bon ingénieur. Je ne suis pas un très bon leader non plus. Donc pour devenir quand même un chef de programme valable, il faut que je joue sur d'autres choses et c'est devenu ma marque de fabrique un peu. Il y a trois choses en fait. Première chose, c'est du courage. Donc, mais ça correspond aussi à mon tempérament, puisque je ne suis pas hyper talentueux et que je ne suis pas un grand leader, il faut que j'aille sur le terrain où les autres n'oseront pas aller. Donc engager des aventures comme celle qui est devenue Maya Space.
ça me plaît, et puis ça me donne un peu un terrain où je peux être un peu meilleur que d'autres, voilà. Du travail évidemment, mais ça on est beaucoup à essayer de compenser notre défaut de talent par du travail. Et puis après, là où si je dois me trouver une qualité, je sais m'entourer. Donc la capacité à agréger des gens formidables autour de moi qui eux ont vraiment du talent. Ça c'est top. Et après, il faut que... D'abord, humainement, c'est super. Parce que travailler avec des gens qui sont très forts et qui acceptent l'agilité, c'est très... ça apporte beaucoup, ça permet de se lever le matin avec de bonnes intentions. Et puis voilà. Donc je ne sais pas si ça fait une marque de fabrique, mais c'est comme ça que je me vis comme un individu au travail. Non, bah merci pour ce... Dans les 4 webinaires qu'on a organisés, on a eu 4 chefs de projet sur des projets très différents, dans des domaines assez différents. À chaque fois, le côté humain est ressorti. Et c'est hyper important, je trouve, de rappeler que dans les grandes machines que sont ces grands projets, c'est d'abord l'humain. Moi je rappelle aussi là l'humain et les caractéristiques soft aussi. Hein, Je ne connais pas de projet, encore moins de grands projets, mais peut-être qu'il y en a, où tu as un individu, alors ce qui était la figure de l'ingénieur en chef dans les années 60, qui par son génie éclatant mène la barque et voilà. Et puis à lui tout seul, on lui mettrait n'importe qui autour, il ferait le projet. Moi, je n'ai pas connu ça, je ne sais pas si ça existe. Des génies scientifiques, j'en ai connu, mais c'est plutôt des génies solitaires. Ils sont capables d'inventer des choses seuls. Comme ingénieur, seul, on ne fait rien. Hein. Donc c'est une affaire collective, c'est une aventure collective. Donc si on ne sait pas attraper cette dimension humaine, je pense qu'on ne fait pas grand-chose en réalité. Je vais prendre quelques questions pendant une dizaine de minutes qu'on a reçues. Alors, une question très concrète, peut-être quelqu'un qui va rejoindre l'entreprise, c'est quelles sont les valeurs qu'il faut pour intégrer MaiaSpace? Je ne les connais pas par cœur. Je regarde Raphaël d'un air inquiet. Mais on les a captés, j'espère, dans ce que j'ai dit. Je pense. Mais je vais quand même me lancer dans quelques redites, mais qui sont importantes. Alors, l'agilité, ce n'est pas une valeur, mais en gros, ne pas être angoissé par le flou, le changement et la responsabilisation qui va avec. Forcément, dans le fonctionnement que je te décris, qui est beaucoup moins régulé, procéduré que ce que j'ai connu et que ce que vivent la plupart des boîtes industrielles, il y a des moments où on vous fait arriver, en plus ça va vite chez nous, hein, vous arrivez le lundi, vous avez un ordinateur à midi, le soir vous avez un briefing et on laisse un peu reposer le mardi et le mercredi, mais le jeudi, on vous met déjà, tiens, ça serait pas mal que tu t'occupes de tel dossier. Et des fois, c'est posé de manière très, très vague. Et donc moi, j'ai connu dans ma carrière 2 types d'individus, ceux qui trouvaient ça, ouais, super, on me donne un espace de liberté, je vais m'attaquer au truc, ça me permet de discuter avec des collègues pour absorber un petit peu les infos dont j'ai besoin, de me construire une logique, de me cultiver. Donc ça, il y a des individus qui vivent ça de manière très positive, et c'est ceux-là qui seront bien chez MaiaSpace. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose de très cadré pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je fais surtout pas de comparaison de valeur entre les individus. J'ai connu des individus excellents dans les 2 catégories. Par contre, il faut le reconnaître. Comme manager, il faut reconnaître qu'il y a des individus qui encore une fois, qui pour donner la pleine puissance de leur talent, ont besoin qu'on leur dise c'est ça qu'il faut faire, tu as 3 mois, et voilà les données, et vas-y, fonce. Donc ces gens-là, ils ne se sentiront pas forcément très bien chez Maia parce qu'on ne sait pas faire ça, c'est pas notre culture. Donc on cherche plutôt les gens de la première catégorie. Voilà. Okay. Et après, ce qui va avec, ce qu'on va chercher, c'est des valeurs humaines aussi qui nous semblent matcher avec le collectif qu'on est en train de former. Ouais. Les valeurs, les hard skills, c'est un filtre. Mais bon, on ne cherche pas forcément les meilleurs des ingénieurs. Par contre, un bon ingénieur qui sait s'intégrer dans des équipes comme ça, qui fonctionnent par recomposition permanente et puis qui avance comme ça, qui dans le flou ça va avancer plutôt, c'est ça qu'on va chercher. Est-ce qu'il y a un côté générationnel pour toi ou pas du tout? Alors non. Alors là vraiment pas. Ouais. Non, tu as de tout dans tous les âges. Et après, ce que j'ai appris dans la période Ariane Work, c'est même que le mélange était nécessaire. Le mélange générationnel, dans ce type de fonctionnement, était nécessaire parce que tu as des réflexes, soit de comportement au travail, soit techniques, qui viennent avec l'expérience. Et il faut que les jeunes qui débarquent, pour certains c'est leur première expérience,
et ils ne vont pas être formés. Contrairement à une boîte où quand tu es jeune ingénieur, on va te dire le cycle de formation, c'est ça, pendant 3 mois tu vas apprendre, pendant 6 mois tu vas faire un exercice et après tu es bon au boulot. Moi non, moi, de la fin de la semaine tu dois travailler. Donc il va falloir observer. Et pour observer, il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu plus expérimentés, qui servent implicitement de modèle. Sur la phase d'exploitation, on a parlé sur la non-surexploitation. Est-ce que vous avez déjà des clients ou partenaires pré-clients qui devraient être des clients après? Et puis, quelle est la fréquence des lancements que vous viserez en phase d'exploitation stabilisée? Alors d'abord, comment on fonctionne sur un cycle plus court que ce qu'on a habituellement sur des fusées? Évidemment, l'activité commerciale, elle est déjà là. Ce qui est aussi une différence par rapport à des débuts de projet que j'ai vécu où ça venait un petit peu plus tard. Et ça fait, si on prend un peu de recul, ça fait intégralement partie de la philosophie agile. La boucle de feedback de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je peux négliger, elle passe par l'activité commerciale parce qu'on est une société commerciale. C'est ça qui nous permet aussi de trier, ça je le fais pas mais c'est peut-être moins important. Par contre ça j'ai des clients qui ont commencé à me le demander, donc il faut que je me mette en priorité là-dessus. Donc ça a commencé très tôt dans la société, on a une équipe commerciale qui est là d'ailleurs, donc c'est la place que vous avez empruntée pour votre équipe technique. Et donc oui, on a des prospects, on a des choses pré-signées dont je ne peux pas parler, et tant mieux parce que c'est ça qui éclaire aussi nos choix. Et très concrètement, il y a des choses qu'on a changées dans le design, dans la priorisation du design, qui étaient liées au fait que petit à petit on se rendait compte que ça allait avoir une importance sur une activité commerciale qu'on n'avait pas soupçonnée au début. On a repriorisé des choses, on a changé des choses parce que ça venait. Et donc en termes d'intensité, ou plutôt de cadence de lancement, donc les premières années, ça va être des cadences, je dirais, assez classiques, 3, 4, 5, 6 par an. Donc ça c'est jusqu'aux années 2030 et à terme on est formaté pour pouvoir aller jusqu'à une quinzaine ou 19 lancements par an. Mais on est formaté pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à faire ça, ça veut dire qu'on est prêt industriellement à aller jusque-là et on y va par palier. Alors ça aussi c'est l'agile, hein. On ne va jamais au point d'arriver tout de suite parce qu'on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien ce qui va se passer au milieu et on se sera peut-être trompé. Donc on fait des paliers comme ça de décompression ou de configuration pour aller jusqu'au point visé de manière intelligente, j'espère. C'est important de comprendre du coup que vous avez cette relation avec les potentiels clients qui influence et qu'on n'est pas juste en boîte noire travailler sur un concept. Oui, tout à fait. Une question sur la partie organisationnelle, l'agilité. Est-ce que selon toi, il y a un seuil critique au-delà duquel l'agilité ne pourra plus s'appliquer ou ne pourrait plus s'appliquer? Peut-être que ce ne sera pas dans le cadre de MySpace où vous n'avez pas vocation à devenir 2000. Donc quelle taille d'organisation penses-tu être la bonne et le seuil peut-être pour rester dans l'agilité? Alors c'est un questionnement qui traverse les gens qui sont dans Safe. En fait, tous les gens qui essayent de déployer l'agilité, qui trouvent une valeur à déployer l'agilité dans des projets complexes et des projets hardware en particulier. Et la réponse varie dans le temps. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, il y a quelques années, les théoriciens autour de ça disaient à 400, au-delà de 400, c'est juste pas possible, quoi. Là maintenant, j'ai posé la question, je crois la semaine dernière, à mon coach agile, qui s'appelle Gilles. Il me dit non, maintenant ils disent que jusqu'à 1000 ça peut fonctionner. Donc, moi j'ai pas aucun avis théorique. Je peux vous dire qu'il y a une vraie différence pour nous entre les deux périodes qu'on a vécues, avant 100, 110 personnes et puis maintenant, où là on est obligé c'est pas une souffrance, hein, on doit se reconfigurer pour fonctionner en mode agile un peu différemment de ce qu'on faisait il y a 2 ans. Et pour ce qui concerne MySpace, nous, de toute manière, on vise 200, 250 personnes maximum à terme. Donc je pense qu'on est bien là sur les outils qu'on doit déployer. Donc j'entends dire ailleurs qu'il y a des éléments théoriques qui disent jusqu'à 400 ou jusqu'à 1000, on peut fonctionner avec les mêmes outils, mais je ne l'ai pas pratiqué et je ne prétendrai pas détenir une vérité là-dessus. Je vais prendre une dernière question qui est plus... on a parlé un petit peu, mais je la repose, ça permet de faire une conclusion plus personnelle. C'est qu'est-ce qui te donne envie de te lever tous les matins? Alors, oui, j'en ai parlé un peu, mais c'est bien de réinsister comme ça. Là, je me lève pas, c'est la fin, mais c'est la fin de la journée. Et la fin de la journée, je vais le dire aussi, ce qui me donne
qui me fait partir avec le sourire aussi. Je vais faire les deux. Ouais. Ce qui me donne envie de lever le matin, c'est d'abord, voilà, on a construit un collectif. Alors en plus, moi j'étais là au départ. Donc si je peux avoir ce manque d'humilité, il y a une touche humaine ou culturelle du collectif qui est un peu la mienne. C'est des valeurs qui me parlent, que j'ai portées, que j'ai mis au centre du jeu et qui me reviennent maintenant comme récompense. Voilà, donc le fait d'arriver comme ça sur un plateau et de fonctionner avec des gens où on a cette richesse et puis des valeurs communes, ça c'est chouette. Le deuxième chose qui me fait lever le matin, c'est l'efficacité. J'en ai touché des mots. C'est pour moi une vraie différence entre de ma progression personnelle sur ces 5 dernières années, de me rendre compte que je peux au travail arriver à maximiser mon efficacité très différemment de ce que je faisais avant. Et puis le soir, ou en fin de semaine, et c'est important de le faire, se remémorer, parce que quand même c'est dur, hein, c'est compliqué notre projet, on fait ça court, donc il y a quand même des moments et puis on prend des raccourcis. Donc moi qui ai été chef de projet, champion des procédures, on m'a même fait écrire des specs de procédures, il y a des moments où quand on prend des raccourcis, ça m'angoisse. Hein. Et donc il ne faut pas hésiter les soirs et les fins de semaine à lister c'est quoi les wins de la semaine qui font que on s'est dit quand même, là, on n'a été pas mauvais. Bon là c'est bien, cette semaine c'est facile, hein. Il y a eu un essai hier, il y en a un aujourd'hui, puis il y a quelques autres petits trucs dans la semaine qui se sont bien passés. Ouais. Voilà, le vendredi soir, quand tu te rappelles ça, tu pars rassuré, et ça gomme les doutes. Ouais, il y a des choses qui avancent et on le voit, quoi. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup Jérôme. Le webinaire touche à sa fin. Merci de t'être prêté au jeu, de nous avoir accueillis aussi sur votre plateau. On a un petit peu perturbé les équipes, désolé pour ça, mais ça fait du bien aussi d'être dans cet environnement. Merci à tous de votre fidélité. Le webinaire sera disponible en replay prochainement, et puis on diffusera des morceaux choisis qui sont recommuniqués sur les réseaux avec quelques questions et réponses emblématiques que Jérôme a pu nous apporter. À très bientôt à tous pour le prochain rendez-vous d'OP2 pour découvrir un nouveau chef de projet. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt.